Les animaux ont toujours représenté une partie importante de la bande dessinée, au point de créer une sous-branche dans les comics américains, les Funny Animals. Ce genre foisonnant sera très présent dans les années 40 et 50. Si, à l'instar de la compagnie aux grandes oreilles, ces personnages sont souvent anthropomorphes, il arrive également que des héros à quatre pattes vivent leur meilleure vie d'animal aventurier. Il existe une autre utilisation très courante dans le monde de la bande dessinée, le totem, ou la création d'un lien symbolique entre un animal et un personnage. Cette utilisation très ancienne, déjà présente dans les pulps américains des années 30, se répand rapidement dans le monde du comic book dès sa création. Certains totems sont si profondément ancrés dans l'inconscient collectif que leurs symboles, leur logo, ont fini par remplacer le personnage, devenant une marque de fabrique à part entière. Si le principe est essentiellement utilisé dans le monde des super-héros, il existe quelques rares cas d'utilisation dans d'autres genres de bandes dessinées. Citons par exemple le loup dans quelques westerns, le castor dans des aventures belges, ou encore le gorille dans certains petits formats français. Dans cette constellation, le chat tient une place à part. Comme pour les autres animaux, on le retrouve sous forme anthropomorphe ou animalière. Parfois, la différence entre anthropomorphe et animal est difficile à déterminer. La quantité de représentations totémiques autour du chat est impressionnante. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut citer le Catman des années 40, avec, cas assez rare pour être signalé, une jeune fille comme sidekick. Greg, le papa d'Achitalon, dessinera au début de sa carrière un personnage lié symboliquement au chat, dans une série nommée, fort judicieusement, Le Chat. Il y a chez DC Wildcat, un personnage secondaire paru dans Sensation Comics, et qui continue de vivre des aventures encore de nos jours. Il y a, si on étend un peu la notion de chat, l'incontournable Black Panther de chez Marvel, mais aussi White Tiger, chez la même maison d'édition. Il y a enfin dans la bande dessinée anglaise, le trop peu connu Billy the Cat, paru dans The Beano, ou The Leopard from Lime Street, paru lui dans Buster, et publié en France, par exemple, dans Sonny Sun ou Antares. Mais ce n'est rien comparé au nombre de personnages féminins liés symboliquement au chat. Il y a évidemment la star dans le domaine, Catwoman. Chez DC également, les différentes incarnations de Cheetah, ennemie récurrente de Wonder Woman. Mentionnons une éphémère Tiger Woman dans Superman 256, qui ne vivra que le temps d'un seul numéro. Toujours chez DC, il y a aussi la version féminine de Wildcat, Yolanda Montez, créée en 1986 pour remplacer un Wildcat visiblement vieillissant. Si Batman avait Catwoman, Wildcat avait, lui, The Huntress, personnage félin qui lui aussi traversera le temps et sera rebaptisé
tigresse. Enfin, sans prétendre à l'exhaustivité, citons également chez DC une Velvet Tiger, qu'on voit par exemple dans la série Hawk and Dove. Chez Marvel aussi, on aime le féminin félin, avec d'abord Black Cat, la copie à peine déguisée de Catwoman depuis 1979, personnage qui passe littéralement son temps à embrasser Spider-Man dès sa première apparition. Il y a eu The Cat, une série créée par des femmes, Marie Séverin et Linda Fight, qui n'eut malheureusement pas le succès escompté. Marvel recyclera le personnage en Tigra, qui rejoindra les Avengers. Le costume abandonné de The Cat sera récupéré par Patsy Walker, qui se fera alors appeler Hellcat. Évoquons rapidement une tentative ratée avec Nightcat, une rockeuse féline qui nous a quittés trop tôt. Mentionnons Hepzibah, la compagne de Chris Summer, le père de Cyclope. Et enfin, pour en terminer avec Marvel, indiquons que White Tiger a eu droit récemment à 2 versions féminines. Toujours aux États-Unis, la problématique maison d'édition AC Comics, clairement spécialisée dans la femme objet sexualisée, développera, elle aussi, son personnage féminin félin avec She-Cat. D'ailleurs, en parlant de problèmes, il est à noter que AC Comics aime beaucoup le personnage de Catman, tombé dans le domaine public, et que les éditeurs, conscients que l'âge de son acolyte, Keaton, pourrait être un problème pour leur ligne éditoriale, écriront un épisode où elle devient une femme en 2 cases, histoire de pouvoir tranquillement la sexualiser par la suite. Chaque problème a sa solution. La liste ne s'arrête pas là, puisqu'on peut aussi citer la première Black Cat, publiée dans les années 40 par la maison d'édition Harvey. Linda Turner, le personnage principal, est une actrice de cinéma qui combat le crime entre 2 tournages. Il faut bien s'occuper. Citons aussi Miss Fury, parue en planche dominicale entre 1941 et 1952 dans les quotidiens nord-américains. Signalons que le personnage n'est rien d'autre que la première super-héroïne dessinée par une femme, June Tarpey Mills. Les éditions Dynamite lui rendront un hommage appuyé et mérité dans une série dédiée au personnage en 2013. On peut aussi citer Tiger Girl chez Fiction House, paru entre 1947 et 1954 dans Fight Comics. Cette maison d'édition publiait beaucoup de magazines avec des héroïnes et si, évidemment, elles étaient sensuelles et peu vêtues, elles avaient au moins le mérite, pour citer Trina Robbins, de ne pas avoir besoin d'être secourues. Quittons le continent américain pour citer rapidement Cat Claw, qui nous vient de Yougoslavie. Citons la Gatta en Italie, à ne pas confondre toujours en Italie avec la Gatta Ladra, un personnage de la série Lazarus Led. Citons également une éphémère Catgirl en Angleterre, parue dans le magazine Sally entre 1969 et 1971. En France, on pouvait lire Félina dans Pilote ou Charlie, dessiné par Annie Gedinger. Terminons enfin par évoquer une femme léopard, parue dans l'aventure de Spirou éponyme, publiée à partir de décembre 2013 dans son propre magazine. Voilà pour ce rapide tour d'horizon. Si vous pensez que j'ai couvert l'essentiel, vous êtes loin du compte. Je n'ai pas parlé de la moitié des personnages existants. La figure de femme chat
est une thématique récurrente dans l'imaginaire collectif du XXe siècle. On la retrouve au cinéma par exemple dans La Féline de Jacques Tourneur, ou dans La Chatte sur un toit brûlant, adaptation de la pièce de théâtre de Tennessee Williams. There's a lovely cool breeze. Give me my crutch, Maggie. Lean on me, baby. Dans la culture populaire française, il y a enfin la liaison symbolique appuyée entre la femme du boulanger et le fameux chat Pomponette. Ah, bé, la voilà, la voilà. Tu l'as vu? Tu l'as vu retourner? La Pomponette? Dis, garce, salope, ordure. Pourtant, si c'est une figure classique, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est surutilisée par la bande dessinée de kiosque. On peut se demander pourquoi. Pour aller plus loin, penchons-nous plus en détail sur quelques personnages emblématiques. Catwoman est créée pour des raisons purement commerciales. Dès le début de l'histoire des comics, les maisons d'édition cherchent à accaparer le lectorat féminin, sans trop savoir comment. Avec le recul historique, on pourrait imaginer qu'ils iraient embaucher des artistes femmes. Mais à l'époque, ce n'est pas du tout un mouvement naturel. Et, ne sachant pas comment créer du contenu pour ce public, ils font ce qu'ils peuvent, ils rajoutent des femmes dans les séries pour hommes. Et ensuite, puisque ce genre de choses plaît aux filles, c'est connu, on met en place des intrigues amoureuses avec le héros. Dans le cas de Batman, puisque le jeune lecteur est censé s'identifier à Robin, et non pas à Bruce, c'est à ça que servaient les sidekicks, c'est ok de décrire notre héros nocturne confronté aux tourments du désir, pour un temps. Car, après l'avènement du code de censure des publications, en 1954, les femmes criminelles ne sont plus les bienvenues, et Catwoman va disparaître pour plus de 10 ans, après une dernière aventure dans Detective Comics numéro 211. À son retour en 1966, sa sexualisation va lentement s'intensifier jusqu'à atteindre des sommets, avec des tenues en latex moulantes et des décolletés affriolants. Donc, depuis le début, on peut le dire, Catwoman est une femme-objet. Du côté de Marvel, c'est Black Cat, qui après son apparition en 1979, suivra la même tendance, jusqu'à aboutir au même code hypersexualisé. Alors, on le sait, la lecture de ces clichés peut parfois prêter à confusion. Après tout, on peut aussi lire ces personnages comme des figures emblématiques de la femme libérée, loin des codes de la femme soumise qui circulaient à la même époque. Black Cat, comme Catwoman, sont connus pour leur célibat assumé, ne réservant les battements de leur cœur qu'à des héros facilement déstabilisés. Ces femmes, qui éveillent le désir de nos héros innocents, sont pourtant des conquêtes impossibles, puisqu'elles représentent le mal. Elles sont désirables et dangereuses. Laissons les États-Unis de côté pendant un instant pour nous intéresser à la série yougoslave Cat Claw, où Carol Connor n'est rien d'autre qu'une copie conforme des personnages américains. D'après le site netserbia.net, l'objectif du créateur de Cat Claw, Bratislav Kerak, était de personnifier en elle le rêve de chaque porc mâle. Si tel est le cas, on peut se demander ce que cela dit du mal américain, puisque, dans leur adaptation de la série, on assiste à l'apparition de terribles soucis vestimentaires, complètement absents de la version originale. L'aveu du créateur yougoslave semble pouvoir s'appliquer aussi à Catwoman et Black Cat, surtout dans un contexte qui convoque de manière relativement décomplexée l'imagerie SM. Avec ces trois personnages, il y a un autre leitmotiv qui se détache, souvent relié aux femmes félines. L'effraction. Dans leurs péripéties, elles s'introduisent dans des bâtiments sans jamais prendre l'entrée. S'il s'agit d'un classique du récit d'aventure, le nombre d'occurrences, dans leur cas, est clairement caractéristique. C'est que cette effraction, cette destruction symbolique d'une représentation de la famille, la maison, ajoute encore à l'aspect sulfureux du personnage et à son intérêt. Dans ce contexte, le célibat n'est pas une posture assumée, une revendication, mais juste un verrou de moins pour que le lecteur puisse sexualiser tranquillement. Il est plus facile de fantasmer sur un personnage libre de toute attache, plutôt que sur un personnage engagé dans une relation sentimentale, ou pire, dans des obligations familiales. Poursuivons notre réflexion en nous penchant sur un autre type de personnage, la gatta en Italie. Là aussi, le thème de l'effraction est central puisque, de nouveau, Gioia Landi est une voleuse, tout comme d'ailleurs la gatta ladra dans la série Lazarus Led. Ici, la parodie de la femme libérée fait encore moins de doute, puisque le personnage fréquente une section d'émancipation féministe,
que les traducteurs français comparent au MLF. Et du côté célibat, on n'hésite pas à se refuser aux hommes, pourtant très insistants. Le paradoxe est que ces publications ne ciblent pas un lectorat féminin, bien au contraire. En Italie, dans les années 70, la série La Gatta fait partie d'une mouvance érotique, très érotique, clairement pas destinée à promouvoir la libération de la femme. Les femmes indépendantes sont fantasmées comme volages et hétéros. La libération sexuelle est bien une thématique de l'époque, mais, au moins dans la bande dessinée, on voit que cette libération est avant tout celle du désir des hommes. La Gatta, Black Cat, Catwoman, même combat. Femmes objets, parodiant la liberté pour mieux être sexualisées. Est-ce que cela veut dire que toutes les représentations félines sont forcément des caricatures misogynes dégradantes ? Pour apporter un peu de perspective à ce point de vue, penchons-nous sur Félina, série écrite par un homme, mais dessinée par une femme, Annie Götzinger, un peu plus investie dans les thématiques féministes. Elle s'est en effet penchée au cours de sa carrière sur des figures de femmes fortes comme Casque d'Or, George Sand ou Colette. Le personnage de Félina est une veuve que les auteurs qualifient de joyeuse, mettant en place un ménage à trois asexué avec ses 2 fidèles lieutenants, profitant de la vie de temps en temps et repoussant, elle aussi, les hommes trop entreprenants. Ici, le combat contre la domination masculine, contre le modèle de la femme au foyer, est plus explicite, clair, assumé. Mais pourquoi ce besoin de passer par la représentation féline ? Dans une interview accordée à Charlie Mensuel en novembre 1985, l'autrice explique sa fascination pour les costumes de théâtre. Le costume est un aspect assez souvent sous-estimé dans la bande dessinée, bien qu'il participe grandement à la reconnaissance des personnages. Il cache aussi un autre phénomène aujourd'hui oublié, les figures à découper dans les journaux. Il s'agissait de costumes que l'on pouvait ensuite glisser à loisir sur les personnages du magazine. Miss Fury, dont on a parlé plus tôt dans cette vidéo, était coutumière de ces pages. Dans sa publication en album, Annie Götzinger ajoutera dans notre page de couverture une référence à ces petits jeux. C'est que dans le monde de la bande dessinée, le personnage de mannequin, de modèle, était un classique qui permettait d'expliquer aux jeunes filles ce qu'il fallait porter, non pas pour être jolie, mais pour plaire à ces messieurs. Dans ce contexte, choisir ce qu'on porte, y compris en décidant d'être sexy sans vouloir être sexualisé, peut s'avérer un parcours de combattante. Et dans cette perspective, le chat semble être un support adéquat pour porter la revendication d'une féminité qui se construit sans le besoin d'une validation masculine. Enfin, avec la femme léopard dans l'aventure de Spirou, on arrive à une sorte de post-modernité du cliché de la femme chat. Le scénariste, Yann, utilise en effet la figure féline pour évoquer autant le passé colonial de la Belgique que le machisme inhérent à une époque qui se voulait pourtant émancipatrice, l'immédiat après-guerre. Si on retrouve de nouveau la figure de l'effraction, cette fois-ci elle se fait au détriment d'un ancien colon belge qui, même sous la menace physique de la femme léopard, continue à l'essentialiser sans lui accorder un statut d'être humain. Ici aussi, la femme chat est célibataire, mais la thématique féministe est beaucoup plus assumée, puisque, dans une scène cocasse, le personnage décolonial tient tête à un Jean-Paul Sartre accusé de misogynie pour le plus grand bonheur d'une Simone de Beauvoir qui n'a pas encore écrit Le deuxième sexe. Voilà pour ce tour d'horizon rapide de la figure de la femme chat telle qu'on pouvait la trouver dans nos kiosques. Un personnage célibataire, voleur, volage, un danger. Comment faire confiance à une femme qui ne se donne pas à un homme, ou comment faire confiance, à contrario, à une femme entreprenante, c'est finalement là toute la thématique de la relation entre nos héros et ces femmes félines. C'est que, dans le jeu de la séduction, une femme maîtresse de la situation est une menace pour la virilité. La bonne représentation féminine est celle de la femme qu'il faut brusquer ou manipuler, des corps que le patriarcat peut contrôler, mais les femmes chats sont des menaces permanentes, soit par leur négation de la virilité des héros, soit par l'appropriation des valeurs viriles. Même dans les représentations ouvertement sexualisées, on repense aux commentaires de Trina Robbins qui peut s'appliquer à tous ces personnages.
ces femmes n'ont pas besoin d'être secourues. Ces femmes n'ont pas besoin d'un prince charmant. Et même quand il existe, il est obsolète ou optionnel. La bande dessinée de kiosque, comme tous les autres domaines économiques, était très largement le lieu de la domination masculine. Et l'expression du deuxième sexe était rare, voire inexistante. Trina Robbins, une des premières créatrices à porter une vision féministe dans le monde du comic book, y compris en lançant des magazines 100% féminins, ne cachera jamais son admiration pour des personnages pourtant largement représentatifs de fantasmes masculins. D'ailleurs, au fond, qu'est-ce qui différencie la sensualité de Felina de celle de l'Agatha, par exemple? Si je ne savais pas que Felina était dessinée par Annie Götzinger, est-ce que je ferais la même analyse? Et si j'apprenais au contraire que l'Agatha était dessinée par une femme, est-ce que j'exprimerais les mêmes retenues? Peut-être, peut-être pas. Au fond, cela n'a pas beaucoup d'importance. La bande dessinée de kiosque était un art populaire particulier qui parfois, souvent, presque toujours, échappait à ses créateurs. Ce n'est pas que Yann, scénariste de Spirou, soit plus féministe qu'Annie Götzinger, c'est juste que 2013 est plus proche de MeToo que 1985. Et les auteurs italiens, qui sexualisent à outrance, sont autant à blâmer que leur époque, les années 70. Tout comme Bob Kane, le créateur de Batman, est un homme de son temps quand il déclare dans ses mémoires « Je me sens mieux avec des chiens autour de moi, les chats sont difficiles à comprendre, comme les femmes. » Aujourd'hui, la bande dessinée a abandonné le kiosque et les créatrices, heureusement plus nombreuses, n'ont plus besoin de se positionner en référence à ces personnages clichés. La femme chat a disparu. Mais longtemps, ce fantasme typiquement masculin a été la seule porte d'entrée dans l'inconscient collectif vers la possibilité d'existence d'une femme non soumise aux visions paternalistes. Si elle était toujours un corps-objet à sexualiser, elle était au moins libérée des impératifs de la mère au foyer, au service d'un mari idéalisé.